Salut tout le monde, c'est Gingy. On se retrouve pour un Gingy DR. Alors, pas un Gingy DR live parce que les lives ont tendance à atténuer la qualité d'image à cause de ma connexion. Mais ça sent un Gingy DR, grand format et surtout spécial. François le temps de JDR des Fortes. Donc, spécial JDR des 30. Il y a pas mal de vidéos que j'ai voulu traiter, que j'avais déjà fait des essais. Mais les vidéos étaient relativement, enfin pas relativement, mais vraiment trop grandes. Voilà. Donc du coup je me suis dit, quitte à faire une longue vidéo, autant condenser tout ce que je dois raconter, je balance une grosse vidéo et comme ça vous avez du contenu plutôt que de rester près d'un mois sans contenu alors que j'en avais, c'est juste que je n'avais pas la connexion pour pouvoir le faire. Donc on va commencer par le premier. Donc alors le premier c'est la qualité ou la santé mentale. Donc c'est une vidéo qui parle de justement l'effort qu'on peut mettre dans le jeu de rôle et justement qu'est-ce que tu es prêt à faire et à mettre sur la table pour que tu puisses avoir une partie fonctionnelle ou encore une partie qui est à ton goût et au goût de ta table. Choisiras-tu la qualité ou la santé mentale? Alors je vais surtout parler évidemment de ma façon de faire plutôt que de parler dans le sens général, ça me fera gagner énormément de temps, mais pour moi je choisirais toujours la qualité. Et quant à la santé mentale, je pense que la santé mentale pour moi ne naît pas du fait de déployer de gros efforts. Pour moi j'ai une vision assez extrême du pratique, c'est-à-dire quand je fais quelque chose qui me tient à cœur ou quelque chose ou n'importe quelle chose en général, soit je le fais, soit je ne le fais pas. Je me dis pas je vais le faire à moitié. Ça peut m'arriver en cours de route de laisser tomber parce que c'est pas rentable ou de vouloir recommencer tout à zéro. Mais dans l'ensemble, je préfère de loin la qualité. Là où la santé mentale deviendrait dérangeant, ce qui pourrait miner le moral, ce qui pourrait vraiment être chiant, c'est que je mets énormément d'efforts à ce que je veux faire, mais que les joueurs, eux, ne suivent pas. Rappelez-vous, il y a des mois et des mois de ça, j'ai fait une vidéo qui s'appelle voilà, Réveillez-vous MJ, je crois, c'est Réveillez-vous MJ entre immobilisme et déception. J'ai appliqué ce que j'ai dit par là, et en fait, ce qui s'est passé, il ne s'est pas passé exactement ce que je voulais. C'est-à-dire que quand on imagine vouloir justement mettre son maximum, de la dernière partie que j'ai fait en date, dimanche dernier me l'a montré, c'est-à-dire que oui, effectivement, ça a été bien de m'être focalisé que sur ce que je pensais faire en tant que MJ, et que pour l'instant je suis pas encore au point où je dois construire des scénarios, je dois justement essayer de régler certaines intrigues. Cependant, ce qui s'est passé, c'est que en voulant en fait tout gérer par moi-même, j'ai l'impression que les joueurs ont pesé parce qu'ils se disent qu'ils ont des obligations, des choses à faire. Je comprends, moi aussi, mais le problème c'est qu'ils diminuent les efforts qu'ils fournissent à tel point que même si je n'ai pas le prisme du donnant-donnant, c'est plutôt le prisme de tout le monde se doit de faire un effort et que la magnitude ne compte pas, il y a un moment où la balance elle n'est pas équilibrée. Voilà, la balance elle est nulle à chier. Et là, je suis arrivé à un point de la balance où finalement, ça pèse sur moi de devoir anticiper si tel ou tel joueur, qu'il soit là ou pas, c'est pas un problème, mais est-ce qu'il est vraiment investi ou concentré dans ce qu'il fait? Est-il à son maximum? Et de plus en plus, moi je vois ça faire une descente vertigineuse au fur et à mesure que moi, je suis en train de m'investir un peu plus. Tout en sachant que j'ai d'autres obligations, c'est-à-dire j'essaie de bosser sur certains trucs, il y a certaines passions que j'ai mis de côté et que je devrais remettre au devant de la scène, il y a aussi le fait que je travaille sur des JDR, voilà, et que j'aurai bientôt d'autres obligations encore, ben là ça commence à faire un peu beaucoup, voilà. Donc pour moi la santé mentale elle vient surtout du problème que les joueurs justement ont tendance à se reposer en se disant oui mais de toutes les façons on est là pour jouer, voilà. Je pense pas que les joueurs avec cette logique là avant, mais je commence à voir que ça commence à tourner dans ce sens, voilà.
Donc pour ma part, je peux dire ça sans trembler de la barbe, je pense que je préférerais toujours la qualité. Il m'est déjà arrivé de faire des choses bâclées, c'est genre je n'avais pas le temps de préparer ou bien j'étais dans un état moral tellement bas, j'étais vraiment pas au mieux de ma forme. Et puis j'ai dit, bon, s'en fout, moi je vais faire le truc comme ça. Et puis voilà, et puis ça s'est avéré être des bonnes parties, en tout cas selon certains. Donc voilà, je ne sais pas trop quoi penser, mais de toutes les façons c'est souvent comme ça. Je pense que je peux le dire, j'ai jamais bossé à hauteur des résultats escomptés. Mais ça ne veut pas dire que je ne bosse pas à mon maximum, c'est-à-dire que je bosse à mon maximum, mais ce que j'étais censé restituer et ce qui était censé être accueilli n'a pas forcément été accueilli à la hauteur des efforts que je fournis. Voilà. Voilà, on ne vit pas dans un monde juste, donc je ne m'attends pas à ce que ça change. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que je pourrais conseiller? Parce que ça aussi c'est très intéressant. Alors pour les joueurs qui débutent, ne placez pas, moi je crois pas en l'espoir. Voilà, l'espoir, c'est en fait l'expectative de quelque chose qui vous arrivera alors que vous avez aucun poids là-dessus et que ensuite vous attendez de façon assez aliénante que cette chose arrive en sachant pertinemment que ce n'est juste qu'un petit rêve. Voilà, c'est pour ça que je n'utilise pas le mot, je n'ai pas d'espoir et je n'aime pas utiliser le mot mérité. C'est les deux pour exactement les mêmes raisons. Ne placez pas trop d'espoir au début. Au contraire, faites vos affaires, allez à votre aise, continuez. Vous allez vous écorcher les genoux, vous allez faire des choses bien, d'autres pas bien. Il y a des choses qui vont vous énerver, d'autres pas. Faites des rapports de partie, ne laissez pas les joueurs s'enfuir dès que la partie est finie. Discutez de ce qui va et ce qui ne va pas, et quand vous voyez qu'est-ce qui ne vous convient pas, à ce moment-là, je vais vous le dire, affirmez-vous, parce qu'après les joueurs ils vont tendance à en fait ne pas comprendre pourquoi vous commencez à expliquer que voilà, vous trouvez que c'est de la merde. Et attention, hein, n'oubliez pas, ce n'est pas la majorité qui a raison. N'oubliez jamais que si vous êtes le joueur principal, dans le sens où vous êtes le maître de jeu et celui qui est l'hôte de cette tablée, enfin voilà, si vous êtes, enfin l'hôte, vous êtes, voilà, oui c'est ça, vous êtes l'hôte de cette tablée, c'est vous qui gérez le truc, vous devez avoir une main de fer. Voilà. Donc concernant cet aspect-là, c'est fait. Ensuite pour les plus vétérans, je pense que vous avez déjà vu, on aura le temps d'en voir parce que il y a d'autres vidéos qui seraient intéressantes et que j'ai complètement en fait zappé, il faudrait que je vois ça. Ouais, attendez. Voilà, oui, donc c'est bon. On va bientôt voir ça. On va bientôt voir ça rapidement, mais en tout cas, pour les vétérans, je pense que certains essaient d'ajuster en fonction de ce que vous voulez, et surtout quand vous êtes un vétéran, je pense que c'est à la phase à laquelle j'arrive, hein, je dis plus, je me considère pas comme un vétéran, mais je pense que je commence à avoir les prémices, c'est que je me dis, bon, ma table, elle a diminué de taille, mais c'est pas grave, parce que ça dépend de la qualité. Et en fait, je suis en train de me dire, ouais, mais bon, si ça va pas tant que ça et que les joueurs ne semblent pas vouloir se remettre au top, qu'est-ce que tu feras? Tu dissoudras la tablée. Et en fait, avant, ça m'arrivait de le dire parce que franchement, je savais pas quoi faire et que les autres me disaient non. Mais franchement, si je dois dissoudre la tablée, je le ferai. Hein. Mais vraiment. Parce que dissoudre la tablée pour rebâtir une autre, je pense que c'est une très bonne chose aussi. Surtout que ma philosophie concernant les joueurs, c'est je ne veux pas des joueurs qui se prétendent vétérans, j'en ai rien à foutre. Je dis pas que je veux pas de personnes qui connaissent ce jeu de rôle depuis des années et des années, c'est pas ça. C'est, je pense qu'il y a une espèce de vision, c'est une vision très humaine en fait, oui, je suis plus ancien, donc je suis un spécialiste, je connais. Ils confondent l'expérience et le bon sens et aussi la sagesse, même si les deux sont intrinsèquement liés, hein, le bon sens et la sagesse. Et puis ensuite ils viennent t'amener ça comme une science, alors qu'en fait
cette espèce de réalité n'est qu'une réalité qu'il a vécue dans une table. Ce n'est pas une réalité générale. Voilà, donc pour recommencer avec une table de nouveaux jours, pourquoi pas, hein. C'est vrai que j'étais en train de réfléchir il y a encore quelques mois pour faire une tablée sur le jeu Gundam que j'ai fait en amateur. Pourquoi pas? Voilà, moi j'attends de voir comment ça évolue. De toute façon, on va rentrer dans les vacances d'été. Les vacances d'été, après les vacances d'été, c'est là où ça va être très révélant de ce qui va se passer. Comme toutes les fois où il y a eu des crises à ma table. Voilà, passé août, c'est au moment où tout se montre. Voilà. Bref, en tout cas, tout ce que j'ai à dire là-dessus, c'est que franchement, privilégiez d'abord votre santé mentale, même si c'est pas du tout ce que je fais. Mais je vous conseille de faire, de privilégier la santé mentale. Moi, comment dire ça, j'ai plein de moyens de régler ça. Voilà, je peux passer du temps à écrire des scénarios que je ne sais pas. Voilà, hein, j'ai des scénarios, des tas de scénarios que j'ai en préparation. J'ai des idées que j'essaie de retranscrire. J'ai aussi un JDR à essayer de finaliser à 75%. Voilà, j'ai plein de choses à faire. S'il n'y a pas un truc qui va, bah, le but, encore une fois, c'est pas de vouloir partir dans une espèce de vindicte envers les joueurs. Le but, c'est plutôt, je vais partir, je vais aller voir un petit peu comment ça se passe. Ça se passe bien, ça se passe mal. Si ça se passe mal, bon, bah, je vais attirer mon attention ailleurs. Et puis, comme d'habitude, hein, à chaque fois que je décide de me détacher de ce que je fais en matière de JDR et que je décide de vraiment m'en foutre, c'est à ce moment-là où les gens vont venir gueuler à me dire oui, mais il y a un truc qui ne va pas, on ne sent pas que voilà, t'es investi, tout ça. Et je leur dis évidemment que c'est de leur faute. Voilà. À quoi ça sert de devoir gueuler? Je vous dis ça parce que c'est surtout par rapport aux gens qui veulent en fait taper du poing sur la table. Taper du poing sur la table, c'est essentiel. Mais est-ce que taper sur la table a réglé des choses? Non. Tu auras peut-être des gens qui sont en face de toi et qui te disent oui, 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 oui. Et ils ne changent rien. Ils ne font rien. Et en plus de ça, quand ils ont une part de boulot à faire, ils ne le font pas. Voilà. Être finalement un hôte et quelqu'un qui gère une tablée, ça peut être extrêmement fatigant parce que les joueurs n'essaieront pas forcément ou toujours d'être à votre place. Non, ils se disent oui, non mais c'est un boulot qui est difficile, mais ça va pas plus loin que ça, quoi. C'est comme par exemple les gens qui font du travail soi-disant essentiel, et puis on leur dit vas-y, au lieu d'augmenter leur salaire ou on leur donne une prime, non, on va vous donner une médaille. C'est comme ça que les gens ont osé faire en France. Voilà, c'est assez aberrant. C'est pour ça que je vous dis, le mot mérité et le mot espoir n'a pas sa place. C'est ma philosophie, je vous oblige pas à l'appliquer. Mais je me suis rendu compte à quel point c'est une enculerie. C'est soit vous bossez pour régler le souci, soit vous le laissez traîner jusqu'au point de rupture. Et ça, c'est attaquer sa santé mentale. Voilà. Donc ça, c'était pour la qualité ou la santé mentale. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas bien compris, je suis pour la qualité et que la santé mentale vient d'ailleurs. Donc, moi, je conseille quand même aux autres la santé mentale parce qu'après tout, hein, je veux dire, le jeu de rôle, c'est un jeu de société, certes, mais les gens n'ont pas encore compris que c'est une activité sociale qui a pour but aussi de fonctionner avec le travail commun. Bien, laissez-moi quelques secondes. Bien, donc on va passer à la prochaine partie. C'est au nom de l'équilibre. Alors au nom de l'équilibre, c'est une vidéo qui est très intéressante que je vous conseille de voir. Tous les liens seront en description et en fin de vidéo. Donc l'équilibrage. Alors, moi, le nom que j'étais censé donner, c'est au nom de l'équilibrage aussi. Puis ensuite, quand j'ai voulu la refaire, je l'ai appelé l'équilibrage, ce mirage persistant du jeu de rôle. Et oui,
Parce que pour moi, l'équilibrage, c'est un mirage persistant dans le jeu de rôle. C'est pour ça que je l'ai appelé comme ça, c'est pas juste pour faire joli. Parce que l'équilibrage, l'équilibrage vraiment au sens large, dans le jeu de rôle, ça n'existe pas. Ce qui se cache derrière le jeu de rôle, c'est une machinerie. Vous avez l'univers, vous avez le système de jeu, vous avez le système de résolution, vous avez aussi la fiche perso, même s'il fait partie du système de jeu, il est là, ce quatrième pied. Et vous avez aussi d'autres éléments. Les joueurs, la compréhension, vous avez aussi l'intention de l'auteur. Et ça fait partie du système de jeu. Vous avez des tas de paramètres, de sous-paramètres. Dans quel contexte jouez-vous? Parce que l'univers, on vous dit vous jouez dans tel univers, mais des fois on ne vous parle pas du contexte. On peut vous dire oui, vous faites de la dark fantasy, mais qu'est-ce que c'est la dark fantasy? La dark fantasy sur quel angle? Est-ce que ça veut dire que c'est de la dark fantasy avec que des humains, de la dark fantasy avec des tas de races de fantasy? Est-ce que c'est celle où finalement tu finis par avoir une espèce de vision, on va dire, une vision du monde assez particulière pour comprendre, pour essayer de contraster l'anthropomorphisme entre l'homme et ses bas instincts, et à ce moment-là tu fais des personnages anthropomorphiques. Ça peut être des intentions, mais l'intention de l'auteur, c'est quelle expérience il avait envie de retranscrire. Et tous ces éléments-là sont difficiles à palper totalement. C'est pas impossible. Ça peut être possible si vous portez attention. La question, c'est la méticulosité avec laquelle l'univers est fait. Et un JDR crunchy peut ne pas être profond. Un JDR crunchy, c'est un JDR qui est épais. Voilà. Et donc, quand tu regardes un petit peu tout ça, je me permets de tutoyer, voilà. Quand vous voyez un petit peu tout ça, ben vous vous dites, ok, d'accord, mais l'équilibrage, pourquoi c'est pas possible? Ben c'est parce qu'il y a beaucoup trop de paramètres à prendre en compte. Si vraiment le système de jeu, c'est l'ADN du jeu, l'expérience qu'a voulu retransmettre l'auteur, l'atmosphère qu'il a voulu retransmettre, l'aspect qu'il a voulu retransmettre, c'est quelque chose qui justement est très sensible et très personnel. Et aussi, il faut le dire, c'est très subjectif. J'avais pris dans... Je vais arrêter de dire ça, mais j'avais pris dans une prise que j'avais ratée, j'avais pris l'exemple de Final Fantasy Advent Children, donc film. Je prends l'exemple du film parce que voilà, c'est un truc très jeu vidéo, en 3D, et en fait, dans un univers, si dans la diégèse on te dit que la plupart des gens par rapport à vous, par rapport à vous, être humain qui contemplez le jeu de rôle, vous êtes, un être humain est capable de faire un bond de 15 mètres, vous savez que vous pouvez le faire. Est-ce qu'une explosion va pouvoir vous faire une déflagration qui va vous brûler la peau et que en fait vous avez une résistance au feu pour n'importe quelle raison, que votre personnage est lié au feu, qu'il y a une espèce de symbole du zodiaque qui vous empêche de le faire, ou bien d'autres raisons et que du coup vous avez une résistance au feu et que vous prenez une grosse déflagration et que vous vous sentez indemne, si c'est expliqué dans l'univers, que vous appréciez ou que vous appréciez pas, c'est une notion subjective. Voilà. Si votre personnage il est admis qu'avec sa force et ses réflexes, il est capable de faire un bond de 15 mètres sans aucun effort et que on t'explique soit la graduation, soit on explique dans quel genre d'univers il se passe, la plupart du temps, il y a surtout dans les JDR récents, voilà, les gens qui, voilà, avouez, n'ont pas forcément beaucoup d'imagination, ils vous disent, et vous voyez tel univers, ben on essaie de faire comme ça, voilà, et ils ont fini avec toi. Ils te disent, hey, vas-y, comme univers, tu le fais comme ça. Et c'est pour ça que je pense que l'univers se doit d'être bien expliqué, sans être étouffant, et qu'il faut vraiment faire très très attention à ça. Mais le nom de l'équilibrage n'a pas lieu d'être. Bien sûr que tu peux équilibrer les choses, mais tu peux équilibrer que certains aspects, mais quand tu vas vouloir retranscrire ton expérience à toi, c'est pas sur d'autres. Je pourrais prendre l'exemple, par exemple, des jeux comme Donjons et Dragons, avec la classe d'armure, qui figure à la fois comme de la parade et de l'esquive en même temps. Voilà, et l'exemple que je donnais, c'est imaginez que vous prenez une attaque de feu. Vous pouvez soit attaquer, soit esquiver.
Enfin, soit esquiver, soit parer, ou encaisser, ou autre. Si vous esquivez, vous ne subissez pas les dommages. Mais si vous esquivez et que vous ratez, vous subissez les dommages. Si vous avez une résistance au feu, elle diminue. Mais, par contre, si vous encaissez et que votre but c'est vraiment d'encaisser le coup, non seulement il y aura peut-être une réduction de dommages, mais aussi la résistance au feu va peut-être justement permettre d'atténuer tout ça. Pareil et esquiver, dans certains jeux c'est la même action, c'est ça la classe d'armure. Voilà, la plupart des gens essaient comme jeu de dragon, voilà, il y a une notion d'open licence, voilà, la classe d'armure machin. Bah moi la première fois que j'ai été en face de la classe d'armure, bah putain je me suis dit mais c'est quoi ce truc? C'est vraiment, je me suis posé la question, c'était quoi ce truc? Et après, je me suis dit, peut-être que chaque jeu a sa façon de faire. Et comme là, je suis en train de jouer à Pathfinder, bon, la classe d'armure, elle fait son travail, il n'y a pas de souci. Voilà, je ne dirais pas le contraire. Mais quand j'avais vu ça la première fois, et que j'étais en train de bricoler mon jeu de rôle, je me disais, pourquoi l'esquive et la défense, c'est le même truc? Et il faut pas se mentir, la défense et comment tu gères la défense dans un jeu vidéo, un jeu de rôle, ou même dans un jeu de plateau, gérer la défense est extrêmement difficile. Si ton jeu, il a une certaine profondeur. Moi, par exemple, quand j'ai vraiment commencé à faire les playtests, tout ça, je me suis rendu compte que les gens préféraient de loin esquiver plutôt que parer ou encaisser. Donc il fallait que je puisse amener la mécanique d'encaissement ou la mécanique de résistance, de faiblesse, tout ça, à un niveau où ça peut être un choix viable et que ça ne l'était pas. C'est genre en 2017 que j'ai pu régler définitivement le problème. Tout le monde est content. Et vraiment, quand quelqu'un te dit dans mon premier JDR, je suis un tank, alors là, ça se voit en fait. Et le truc, c'est que avoir réglé cette équation de la défense par rapport à l'esquive a été très libérateur parce que les autres jeux qui fonctionnent très différemment, parce que mon but, même s'il y a des connexions communes dans mes univers, il y a quand même des gameplays différents, des aspirations différentes et des expériences différentes. Voilà, le but c'est pas de refaire tout le temps la même chose. Ben, du coup, ça m'a permis de voir un petit peu comment gérer. Alors, comment je gère je ne vais pas le dire, évidemment. J'ai galéré pour trouver la solution. Et voilà, il suffit juste de réfléchir. Et ça m'a pris du temps pour réfléchir. J'ai réglé le truc. Voilà. Quoi qu'il en soit, après tout ça, j'ai commencé à réfléchir. À comment je pourrais bien parler justement de l'équilibrage. Et franchement, l'équilibrage, c'est quelque chose de subjectif. Je prends l'exemple de Warhammer V1. Warhammer V1, il y a des stats pour être le minimum dans une classe. Et dans une vocation, il faut avoir 30. Et 30 au début, pour un jeu qui se joue au dessin, bah, c'est pas grandiose en fait. Et que vous allez échouer souvent, mais ça montre que votre personnage, pour expliquer un petit peu comment ça se passe dans Warhammer version 1, vous avez un personnage, vous tirez complètement au hasard, mais après il y a quand même un vide dans la matrice qui fait que vous devez être à 30 dans au moins une des valeurs, et que des fois ça arrive que ce n'est pas possible, et du coup vous vous dites, bon ben on te met un minimum, soit tu hausses le truc au minimum de 30 pour la vocation que la personne veut, soit tu lui dis, bon, ou bien si par exemple il a 30 ans quelque part, tu lui dis, ce 30 là, mets-le sur une autre vocation. Et les vocations, c'est ce qui va déterminer les classes par lesquelles tu pourras passer. Tu as le forestier, le lettré, le guerrier, et c'est le prêtre, le forestier, en fait c'est le forestier, le lettré, le guerrier et le filou, voilà. Et ça ajoute avec les suppléments le baron qui est le 5e. Voilà. Même si le baron c'est une fonction assez linéaire. Et donc du coup après, tu as une valeur de 30. Si la personne tu veux l'aider, ben voilà. Et après tu dois tirer au hasard. Et ensuite on te donne le profil de caractéristiques, on te dit ta classe, voici ses caracs. Et ensuite tu pourras acheter les promotions, c'est-à-dire acheter un minimum de la valeur que tu as emprunté à une classe. Et cet héritage d'achat de promotion te suivra quand tu changeras de classe. Voilà.
Et ça, c'est un système qui est quand même pas mal. Ça veut dire que tu sais qu'un chasseur de primes, tu pourras jamais être totalement un chasseur de primes si tu, avec des stats de chasseur de primes, si tu changes de classe. Tu vas emprunter de cette valeur-là. Soit tu vas rester chasseur de primes et t'améliorer. Et parce qu'il y a des classes qui sont de base et qui peuvent être viables tout le long. Et il y a des classes avancées qui justement ont peut-être plus de valeur, mais qui en même temps ne correspondraient pas à ce que vous voudriez jouer. C'est pour ça que je trouve que Warhammer version 1 c'est génial. Ben, que vous puissiez par exemple faire des jets, à chaque fois on vous dit faire un jet de 1 à 30, de 1 à 35, ou bien que tu aies un problème de CC ou de CT, tous ces éléments pris en compte fait que ben, au début tu vas galérer. Voilà, je n'aime pas faire ce comparatif un peu débile parce que voilà, quand on te dit, voilà, bon, si c'est 1 à 30, donc tu as à peu près une chance sur toi de pouvoir le faire. Voilà. Moi, je n'aime pas reporter comme ça parce que, si vous voulez, les mathématiques peuvent permettre de percevoir une certaine échelle, ben, ça ne permet pas totalement de le comprendre. J'ai dû expliquer ça à pas mal de joueurs quand les joueurs me disent « t'as telle chance sur combien ?» Et je lui dis « Non, tu peux remettre à l'échelle comme tu veux, mais si le système te dit « Voici la valeur que tu as », c'est la valeur que tu as. La raison pour laquelle tu utilises tel dé et pas un autre, si vraiment tu voulais partir sur des échelles, bah je suis désolé, mais casse-toi, parce que finalement, les dés, les 7 D7 qu'on te donne, le D4, le D6, le D8, le D10, le D12, le D20, le D100, évidemment, voilà, une fois que tu regardes tout ça, bah, tu te dis, tu as autant de facettes, ces facettes-là permettent de gérer ça de manière palpable. C'est comme un petit peu, si vous voulez, un jeu vidéo que j'adore, c'est XCOM. Dans XCOM, le XCOM récent, pas les XCOM des années 90. Le XCOM, en fait, c'est pas compliqué. Il y a des gars qui jouent XCOM 2. Les mecs, ils ont un avantage parce qu'ils sont sur le flanc de l'adversaire. Et du coup, il y a un couvert minime. Et que le gars, il est mal placé parce qu'il doit justement... il est planqué derrière un couvert et qu'il a 88% de chance pour toucher l'extraterrestre. Le gars va chialer parce que quand il a lancé ses dés et il y avait 88% de chance, il a raté parce qu'il était tout près. Mais connard, on vient de t'expliquer que tu as 88% de chance. Qu'est-ce que tu veux comprendre d'autre? Si tu as échoué, tu as échoué. Je vais prendre un exemple. Voilà. On va dire les 88% de chance. Hein. On les garde. Donc voilà. Là, j'ai les dés, je les lance. Là, j'ai fait 96, j'ai échoué. Parce que c'est le jeu. Entre les conditions environnementales, entre ton avantage avec certaines armes à feu, entre pas mal de bonus, ton résultat, c'était ça. C'était entre cette fourchette et cette fourchette que tu devais faire. Tu as échoué. Voilà. Encore une fois, je vous invite à regarder ma vidéo sur la fortune et la chance 2. Et la vidéo qui a à peu près la même icône à côté, parce que j'explique pourquoi justement il y a des notions d'échelle, pourquoi les difficultés, et en quoi c'est frustrant. Mais, dans le cas de Warhammer, par exemple, la volonté c'est de vraiment montrer des personnages mortels, exposés à pas mal de problèmes, qui sont déjà inhérents à ce truc de c'est plus ou moins fin médiévale, début Renaissance, où finalement, votre personnage ont affaire à la guerre, au conflit, aux groupuscules sectaires, aux créatures fantastiques, au chaos, et à ses bras étendus. Voilà, tous ces trucs-là, tout en sachant que vous êtes un être humain et que vous allez devoir arpenter ce chemin en étant un personnage de base. Moi, personnellement, ce que j'aurais fait pour améliorer la version 1, et si vraiment je voulais gérer la version 1, moi, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais mis que les gens soient filous, lettrés, forestiers ou guerriers au début, mais pas avec une classe, c'est vraiment, ils sont juste la vocation avec un certain nombre de stats. Voilà. Ça n'a pas été fait, mais franchement, ça aurait vraiment montré aux gens, ou fait comprendre aux gens, que vraiment il y a une expérience. Doc Toulouse, tu te prends une balle de fusil, t'es foutu. Voyez où je veux en venir. Mais ça, est-ce que c'est une notion d'équilibrage? Ben en fait, c'est si tu veux parler des pourcentages, des caractéristiques,
ben, ces chiffres-là ne te disent rien d'autre, en principe, en tout cas de manière supposée, que voilà telle et telle l'intention de l'auteur, il voulait montrer ça, et que vous ressentiez ça, que vous soyez dans la difficulté, que par exemple dans les anciens trucs de Donjons et Dragons, genre que par exemple le mage il était D4, il était D4 pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de formation martiale et que les créatures étaient dangereuses, le monde était hostile. Maintenant dans les nouveaux JDR, voilà, un mage ça a D6. Est-ce que c'est meilleur? Est-ce que c'est pire? Mon opinion, hein. Je pense que le mage, la manière dont, par exemple je prends le cas de Pathfinder, parce que je peux parler que de ça, Pathfinder, dans la manière dont c'est montré, les mages qui ont D6 de vie au début, au vu de ce qu'ils sont capables, parce que moi j'ai corrigé la différence entre les mages et les lanceurs de sorts et les non-lanceurs de sorts. Moi j'ai corrigé le truc, j'ai dû faire un effort pour ça, mais quand tu regardes les trucs que j'ai fait pour pouvoir régler ça, faut pas oublier que mage, c'est quand même puissant un mage. Et que du coup, pour contrebalancer, oui, jouer des sauts des 4. Les choses sont ainsi faites. Je pense pas que l'ultra difficulté a pour but d'être frustrant, parce qu'encore une fois, le jeu de rôle a une vocation aussi à s'étendre et à toucher un certain public. Et surtout à l'époque où on est, il y a des JDR pour carrément tout, et avec des tailles différentes. Sujet, donc on va enchaîner là-dessus. Donc finalement, il y a pas mal de paramètres qui viennent toucher votre personnage. Il y a aussi cette notion de est-ce que tu es un lanceur de sorts ou pas. Souvent dans des jeux, surtout dans des jeux fantastiques, les lanceurs de sorts, finalement ils ont une dimension qui finit par en fait bouleverser le jeu, parce qu'ils deviennent des fois, en fonction des magies disponibles, de véritables couteaux suisses. Une polyvalence qui est en fait magnifiée par ce simple fait que ils ont une caractéristique essentielle pour lancer les sorts, ils ont un degré de difficulté, plus au niveau du sort, voilà, et ensuite il y a les notions d'échec de sort, patati patata, mais même ça, on voit qu'il y a une certaine polyvalence. Donc, est-ce que tu dois tuer ça, est-ce que tu dois pas tuer ça? C'est dans l'intention de l'auteur de vouloir mettre que les lanceurs de sorts pourraient faire ça, mais il y avait d'autres moyens de régler le truc. Moi, par exemple, ce que j'avais fait pour l'équilibrage, c'est que moi j'ai réglé l'équilibrage d'une certaine façon, c'est-à-dire que les attaques d'opportunité, en fait c'est que les lanceurs de sorts qui ne sont pas... En fait les lanceurs de sorts qui sont vraiment très concentrés sur la voie de lanceurs de sorts, donc des mages essentiels, eux, ce qu'ils font, en fait c'est qu'ils n'ont pas droit à des attaques d'opportunité. Voilà. Et que ceux qui sont des hybrides ou bien des classes martiales, eux, ils ont droit aux attaques d'opportunité. Mais que, par exemple, en fonction des classes, par exemple, ça c'était pour les paramètres concernant les attaques d'opportunité. Mais par contre, tous les 5 niveaux, peu importe la classe, sauf indication contraire dans la race, parce que je fais jouer dans un univers qui est un mélange de pas mal d'univers de jeux vidéo, parce que c'était un univers qu'on avait utilisé pour One Shot, comme il y a des races qui ont vraiment des gros avantages, pour ne pas trahir et déséquilibrer le jeu, ces trucs-là ne peuvent pas, certaines de ces races-là ne peuvent pas avoir de bonus d'attaque d'opportunité par tranche de 5. Voilà, il y a des moyens de régler le truc. Est-ce que pour autant, c'est quoi? Et en plus, c'est ça le truc avec l'équilibrage. Du coup, quand j'ai traité le truc, je me suis rendu compte que ça a vraiment soulagé le jeu. Les lanceurs de sorts peuvent faire ce qu'ils veulent, ils sont quand même puissants. Et les notions d'attaque d'opportunité, de placement, ce genre de choses-là, et que aussi les lanceurs de sorts ne peuvent pas faire d'attaque d'opportunité, ça permet en fait aux gens qui veulent essayer de rentrer en contact avec les lanceurs de sorts ou les prêtres, en gros les classes de soutien, qu'il faut toujours un gars de contact ou un gars avec une performance martiale à côté pour pouvoir assurer la défense. Et du coup ça crée une alchimie. On pourrait se poser la question évidemment, c'est est-ce que j'ai trahi le jeu? Parce qu'il y a des jeux, ils ont une intention. Par exemple, mon premier JDR, c'est quoi l'intention? C'est que j'ai un grand univers, avec une diégèse, une construction, une vision du divin,
avec de la magie, de la technologie, que c'est deux choses différentes et que ce n'est pas juste quelque chose de visuel ou de subtil, c'est que vraiment c'est deux essences opposées, qu'il y en a d'autres aussi qui se bouleversent et qu'il y a une espèce d'adéquation entre eux, il y a une notion de vision universelle, il y a même une notion d'anthropomorphisme dans mon univers. Et en prenant en compte toutes ces valeurs-là, et bien d'autres, puisque je ne peux pas tout citer évidemment, ben, ce qui s'est passé, c'est que j'avais envie de faire les autres, raconter une histoire dans ce mode de vie-là qu'ont les personnages principaux et les joueurs, et aussi de pouvoir aussi voyager dans le truc. C'est une notion d'alliance galactique. Pour jouer au début, tu peux faire partie de cette alliance, mais tu peux jouer des personnages qui n'en font pas partie. Et du coup, ça te donne une autre vision du jeu, parce que finalement, tu n'as pas les mêmes moyens, et que tu dois vraiment réfléchir à ce que tu dois faire, tout en sachant que tu vas rencontrer les mêmes difficultés, mais avec beaucoup moins de moyens. Et j'avais aussi, mon but n'était pas nécessairement aussi de faire un univers où les gens se foutent sur la gueule, parce que quelqu'un peut jouer à ce jeu avec une intention, finalement, une vocation non guerrière. C'est là où ça peut être intéressant, où par exemple j'ai même une race qui ne peut pas attenter à la vie d'autres races sentientes. Il faut jouer de subtilité, et j'ai décidé de les mettre dans les races de base, ça. Voilà. Et du coup, j'avais plus envie de faire vivre dans cet univers-là que de rentrer dans un univers de combat où les gens se foutent sur la gueule. Et évidemment qu'ils se foutent sur la gueule, il y a des conflits, il y a des choses intéressantes, il y a le système de la société qui permet justement de partir faire des choses plus risquées. Mais en fin de compte, mon intention c'était vraiment de faire vivre dans cet univers et surtout faire vivre les émotions des personnages aussi. Que vraiment il y a une notion de relationnel et que la relation, l'histoire racontée, les gens puissent rentrer à l'intérieur et ne pas juste tomber dans des jeux qui tournent au power gaming. Même si fatalement ça va tourner autour de ça. Quoi qu'il en soit, après cette notion d'équilibrage et toutes ces choses-là, et en prenant en compte aussi le fait que il y a, on va dire ça, il y a pas mal de paramètres pour l'équilibrage dans le jeu de rôle, ben finalement cet équilibrage qui a une dimension qui tourne autour finalement des désirs de l'auteur. Est-ce que vraiment vous êtes conscient de l'intention? Souvent dans l'avant-propos ou dans la présentation du jeu, l'auteur vous dit ce qu'il veut raconter. Ce qu'il veut raconter et ce qu'il voulait faire. Dans Pathfinder, c'est quoi le but? Ben, quand tu regardes bien, tous les héritiers de Donjons et Dragons ont le même but plus ou moins que Donjons et Dragons, c'est-à-dire vivre des aventures. Et est-ce qu'ils attachent un sentiment ou une essence forte à comment ajuster les trucs s'il y a des problèmes? Ben pas vraiment. L'intention de l'auteur, ce n'est jamais que faire des aventures fantastiques. Et visiter des donjons, voilà, et combattre des dragons. Vous avez un petit peu vu comment ça se fait. Et ce n'est pas forcément un mal, parce que la musique, c'est comme la poésie. La poésie n'a pas forcément à rimer. Mais même si la poésie n'a pas vocation à rimer, vous n'êtes pas de la même façon, vous n'êtes pas obligé d'avoir des intentions aussi hautes que ça. Ça peut juste être, vas-y, je veux faire un univers. Voilà, c'est comme par exemple le système de luxe que je ne cesse de montrer. Et je vais le remontrer d'ailleurs. Voilà. Par exemple, le but c'est de vouloir faire un système simple, fluide, avec une dimension cinématographique et qu'il respecte plus ou moins bien son taf. Et quand tu regardes cette intention elle est simple, elle est efficace. Est-ce que les moyens mis en place ressemblent à ce qui ont été donnés? La réponse est oui. Après, je pourrais rajouter une petite touche pour la conclusion, parce que la conclusion elle n'est pas compliquée, c'est que l'équilibrage n'existe pas, l'équilibrage c'est un mirage. C'est les intentions de l'auteur qui vont compter et les moyens qu'il a mis en place. Et ce que je vais dire va pas seulement aller dans ce sens-là, mais c'est à destination des auteurs de JDR qui se prétendent artistes.
Bon, j'ai déjà parlé que j'ai suivi un truc artistique et que ça me donne aucune légitimité. Tout le monde peut être artiste dans l'âme. Mais comme me disait un jour un de mes employés de prof, il me dit, c'est pas tout le monde qui est né pour être artiste ou qui est artiste. Il te dit pas que c'est un don, parce que c'est un truc que tu peux avoir une bonne base au début quand tu commences, une certaine sensibilité. Mais au début, il n'y a jamais que des gens qui innovent et d'autres gens qui ne font que rebondir sur les innovations sans grandes ambitions. Est-ce que c'est un jugement positif ou négatif? Je pense que c'est quelque chose de neutre. Je pense plus qu'il a voulu présenter une réalité. Mais je voulais dire par rapport aux gens qui se prétendent artistes, et je dis bien prétendent, que, que quand tu crées un jeu de rôle et qu'on te parle des intentions et que les moyens mis en place, que tu as mis en place ne sont pas pertinentes, c'est pas parce il ne part pas du principe que oui, la personne n'a pas compris ce que tu as voulu faire. Voilà. Parce qu'il y a des gens, ils sont orgueilleux, j'ai eu le temps de voir ça aussi. C'est qu'il y a des gens, on leur présente un truc, ils disent qu'ils ont une thématique, ils ont ça à faire. On lui dit où se retrouve ta thématique dans le truc que tu as fait. Ah oui, mais tu ne le vois pas, il est en fait dans ça. Non, on ne le voit pas, désolé. Il y a des indices. Par exemple, dans le cas où je vous raconte cette histoire-là, c'était une notion de forme, une notion de forme, de design, de création, d'intention, de jeu de couleurs. Vous voyez ce que je veux dire par là? Et de l'autre côté, dans le jeu de rôle, ça peut être, oui, tu avais telle intention, mais tu n'as jamais que greffé tel sur tel système. Peut-être qu'un système descend n'était pas le truc le plus approprié, peut-être que tu aurais dû lancer un système de 3D6, que sais-je, et que tu as voulu rendre ça gradué, mais tu vois bien que quand tu prends tes compétences plus la valeur finale de ta caractéristique, ça ne coïncide pas. Voilà, parce que l'art, c'est quelque chose de subjectif. Mais un art se revendique de tel ou tel aspect, de telle ou telle thématique ou de tel ou tel support, que si il a des codes qui te laissent entendre ou qui laissent une ouverture sur ce que tu fais. Tu vas pas faire un portrait sur la passion alors qu'il n'y a aucune trace de gamme de couleurs chaudes. Vous voyez ce que je veux dire par là? Parce que c'est pas juste parce que gna gna gna, tu peux pas faire ce que tu veux. Et que pour toi, le symbole de la passion, ça peut être du bleu. Mais la raison pour laquelle la passion est symbolisée en rouge, c'est parce que c'est la couleur qu'on perçoit le plus. Il y a un sens derrière. Ton sens à toi, on s'en fout. Si tu veux vraiment exposer ton œuvre, ça veut dire que tu dois l'exposer aussi par les codes et la sensibilité que tout un chacun est prétendument censé avoir. Voilà. On va continuer avec une autre vidéo. Attendez. Voilà. On va continuer avec les confessions de maître de jeu. Donc là, c'est un truc qui est assez intéressant. Donc les confessions de maître de jeu, c'est qu'en fait... je crois que c'est un gars qui s'appelle Pat Bou. Je crois qu'il fait il parle aussi de jeux de rôle en vidéo. Et du coup, François Letard parlait des confessions de ce qu'il faisait. Personnellement, en tant que s'il voit la vidéo, sache que je ne le juge pas. Pour plusieurs raisons. Alors il y a souvent des fois où tu as envie de faire quelque chose et que les joueurs ne suivent pas et que des fois tu as envie de suivre. Je ne le fais pas. Je ne sais pas de diriger. Mais je me rends compte aussi que les joueurs que j'ai eus sont des joueurs qui sont consensuels, mais peut-être des fois même un peu trop. Et que de l'autre côté aussi, quand il s'agit de vouloir redoubler d'efforts, ben la machine a du mal à se lancer. Énormément de mal à se lancer. Donc à ce moment-là, des gens disent ah vas-y marche sur des D4 ou va marcher sur des Lego. Bref. Pour moi, non, c'est pas assez. Vouloir en fait faire valoir ses intérêts. Pour moi, ça peut être intéressant, mais il faut que de l'autre côté, l'opposition, c'est-à-dire les gens que tu dois convaincre, il faut au minimum qu'ils aient un autre truc pour contrebalancer. C'est-à-dire, je propose cette idée-là, l'autre personne doit proposer une autre idée pour pouvoir avancer le truc, parce que sinon, il y a des choses que tu voudrais raconter que tu ne pourrais pas raconter.
Donc ensuite, il y a le fait de lire le livre de jeu de rôle. Alors, de ce que j'ai compris, il y a des gens qui se plaignent parce que les MJ lisent les livres de maîtres de jeu et que apparemment c'est une hérésie de lire les livres de jeu de rôle en pleine partie. Et moi je me dis dans quel monde ils vivent en fait. Est-ce que c'est eux qui doivent assimiler les nombreux livres en question? Me semble-t-il que non. Ah oui, gna gna gna, mais ça casse mon immersion. Il y a toujours des espèces de pseudo artistes dramaturges qui se croient plus intéressants que les autres, à vouloir te dire oh mais t'as brisé mon move, t'as brisé ma scène en fait, elle est géniale, mais tu l'as pété hein. Eh, je le fais bien, vous avez vu hein, quand je me fous de la gueule de quelqu'un, je le fais avec passion, évidemment. Non, faut pas rêver, les gens, je veux dire, je vais prendre mon exemple. Ma philosophie, c'est que je dois m'améliorer à chaque fois que c'est possible, et si je fais une erreur, j'explique à mes joueurs où j'ai fait l'erreur, pour que eux comprennent où j'ai fait l'erreur, et qu'ils comprennent un petit peu comment ça fonctionne, pour que si jamais je reviens à faire la même erreur, ils voient que je l'ai fait, ils me préviennent, ou, dans le cas précis, ils assimilent le fait que ça ne fonctionne pas comme ça, mais d'une autre façon, et à ce moment-là, eux, ils pourront avoir une meilleure compréhension du jeu. Encore une fois, bon, j'ai déjà parlé de ça, mais je pense que je vais sortir cette vidéo après, enfin avant la vidéo en question, puisque j'ai vraiment pas mal de vidéos à sortir. Je rappelle quand même un petit détail, c'est que, évidemment, le rythme peut changer parce que oui, tu es tombé sur telle ou telle difficulté, mais par pitié, je veux dire, est-ce que tu as vraiment besoin de comprendre le simple fait que le maître de jeu, il a besoin de corriger ses erreurs, ou qu'il doit comprendre un peu de règle pour l'assimiler? Tu crois vraiment que c'est quand... Tu crois vraiment que tu vas avoir la totalité des problèmes rencontrés dans un jeu de rôle uniquement en lisant le livre? Tu peux voir le problème d'une règle, tu peux voir le problème d'un univers, tu peux voir le problème de corrélation entre les intentions de l'auteur et l'univers. Mais il y a des éléments qui arrivent uniquement en partie, que pour les étudier, il faut que tu sois en partie. Voilà. Donc je ne comprends pas trop d'où ça vient cette logique de oui, il faut pas lire le livre de maître de jeu, vas-y que oui, ça me brise mon immersion. Voilà, parce que quand il y a des gens comme eux qui viennent faire des blagues, soi-disant des blagounettes, pour essayer de dire oh là là, mais vas-y qui fait une blague très méta, ou bien il fait une blague qui brise le quatrième mur. Bon, ok, tout le monde a rigolé, mais ça a brisé l'immersion aussi. Voilà, à un moment, tout le monde brise l'immersion. Mais dans le cas où il faut vérifier des points de règle, c'est important. Voilà. Donc, pour moi, lire, c'est essentiel. Et des fois, il y a même des vérifications que je fais, ou des arbitrages que je fais, qui, de toutes les façons, viendraient à prétendument changer le rythme. Mais le problème, et je pense que c'est ça que j'ai oublié de dire dans les vidéos qui vont suivre après, c'est... Je pense que un rythme peut être... on peut essouffler un rythme, mais que le rythme puisse repartir avec panache, c'est tout à fait possible. Pour peu que tu puisses y mettre l'énergie nécessaire. Voilà, encore une fois, on en revient à cette notion de qualité ou santé mentale. Pendant un moment, ce qui s'est passé, je vais prendre l'exemple de ma partie de dimanche, il fallait trouver un équipage, plutôt des mercenaires. Il faudrait peut-être que j'explique le contexte en entier, parce que j'ai vu une vidéo de François Letot où il disait ouais, il vaudrait peut-être mieux parler sans crainte des histoires que tu as racontées sur les JDR. Je pense qu'il parlait à tout le monde. Et effectivement, c'est vrai que je le fais pas assez, donc je vais vous expliquer un peu le contexte. Donc le début de la campagne s'est passé où justement des joueurs devaient accompagner mon personnage qui est PJMJ en tant à un endroit pour pouvoir justement régler un problème judiciaire. Il y a eu quelques problèmes sur la route, mais ensuite, après ça, après la mort d'un PJ en plus, un mois plus tard, il y a un mage noir, le mage noir qui a aidé mon personnage. Voilà. Le personnage que j'incarnais, c'était un seigneur dragon. En gros, un seigneur dragon, c'est plus ou moins
comme dans... comment dire ça, c'est un petit peu comme dans Donjons et Dragons, comment on les appelle déjà? Les Dragonborn. Voilà, c'est ça. Ben voilà, sauf que les Seigneurs Dragons ont une histoire beaucoup plus compliquée, et comme c'est un univers assez spécial, comme je vous ai dit, que je fais jouer, je vais passer les détails. Quoi qu'il en soit, mon personnage, il avait pour but de ramener un Tieflin, mais c'est un démon, qui semble accueillir la force de la lumière. Donc un démon de lumière. Ce qui est très très rare. Sauf que, on va dire que, voilà, un des parents qui vient justement de monde, de pays assez portés sur l'esclavagisme, et aussi qui n'aime pas trop les petites intrigues de coups ou les maîtresses qui finissent par, on va dire, coûter trop d'énergie, voilà, à leurs amants. Du coup, ils ont décidé d'envoyer des assassins. Les personnages il y a une bonne partie on va dire, facilement 5/6 du groupe qui s'est retrouvé enfermé dans la glace à cause d'un échec critique qui a enfermé tout le monde dans la glace en mode Camus du Verseau dans Saint Seiya, le Chevalier du Zodiac. Et ça nous a bien fait chier. Donc, du coup, il y a des gens, ils ont perdu leur perso. Ils ont recommencé. On a dû régler un conflit entre des nains et des elfes noirs, des nains noirs et des elfes noirs, vis-à-vis des humains chevaliers qui se prétendent paladins, mais qui étaient faux, tandis que les autres essayaient de revoir leur mode de vie. Donc on a fait la guerre, patati patata, on a ramené l'enfant, on a même permis à des anges déchus de redevenir des anges tout court. C'était génial, mais les gars étaient toujours pris dans la glace. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait faire un voyage. Ben, pour faire le voyage, il fallait des mercenaires, mais il fallait aussi un équipage. La chance, mon personnage, son objectif, vraiment sur le long terme, c'est de tomber sur un vaisseau de Veruna. Pour ceux qui connaissent Veruna, c'est bien Veruna de Total Annihilation Kingdoms. Cet univers, cette espèce de spin-off du STR Total Annihilation, où c'est dans un univers Medfan. Voilà. Comme j'ai dit, cet univers, c'est une fractale de plusieurs univers. Bref. Et donc, du coup, mon personnage, il a reçu une brigantine de la part des elfes en récompense de la guerre auquel elle a participé pour ramener l'enfant, mais aussi pour avoir aidé le peuple elfe noir. Il a reçu une brigantine elfe noire, c'était génial. On a eu notre bateau, mais il fallait un équipage. Donc, du coup, il a fallu chercher l'équipage, ce que j'ai fait, mais il a fallu aussi trouver des mercenaires, parce qu'il fallait aller dans une contrée qui s'appelle Ovis, pour aller sur une île qui s'appelle Gracula, afin, ça s'appelle aussi l'Idobet, pour trouver un cristal, qu'on appelle une pierre de Zochonel, la divinité du feu. Voilà, pour les libérer de la glace. C'était soit ça, soit partir dans un autre royaume, chercher un parchemin de feu qui permet de faire fondre n'importe quelle glace. Il y a un chemin qui était plus rapide que l'autre, donc on a pris le chemin maritime. Ben, pour faire le casting des différents personnages qui risquaient d'en rencontrer, ben j'avais pas envie de prendre les devants et de dire voici l'équipage. Je n'aime pas du tout en fait cette notion. C'est vrai que ça peut alourdir la partie, mais je n'aime pas dire à mes joueurs vas-y, il y a cet équipage là qui est fait et je les ai déjà fait depuis très longtemps. J'ai toujours envie de dire il y avait telle personne qui avait postulé. Je regarde le profil de chaque personne, on essaie de poser les bonnes questions. On a eu des gens intéressants, on a eu des gens qui étaient très très cons aussi. On en a accepté, on en a refusé d'autres. Mais ce que je ne dis pas assez, c'est que tu peux faire quelque chose qui peut ralentir le rythme. Mais le casser complètement voudrait dire que tu n'as pas pu rebondir facilement après la chose qui t'a demandé énormément d'efforts. Et je pense que ça, c'est un truc à travailler, les gens. Vraiment, c'est un truc à travailler. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait l'action. Voilà, j'ai fait l'action en question qui était de faire le casting. Le casting, il faut que tu le vendes. Encore ce rapport au catch de vendre le truc. Le casting, il faut que tu le vendes aussi. Tu dis pas ah là là, voici son profil, voici ci, voici ça. Tu parles un petit peu du personnage, tu essaies de t'intéresser, tu vois à peu près comment ça se passe. Et les autres joueurs, bon là pour l'instant j'en avais qu'un seul joueur,
voilà, il fallait intéresser un petit peu les gens vis-à-vis du sujet. Faut pas rêver, hein. Ça demande des efforts. Ah ben, vous voyez que quand vous regardez le truc, ah ben, vous voyez que il fallait vraiment essayer de montrer quel équipage, à quoi ressemblait cette personne, ce qu'elle faisait, c'était quoi ses attentes et pourquoi elle décide de participer. Et aussi le petit jeu qui était aussi que, étant donné qu'on va passer par plusieurs pays, ah ben si tu paies les gens, vas-y, ils te disent donne 50 pièces d'avance et ensuite, voilà, les gars, au moment où il faut se pointer, ils ne se pointent pas, bon ben ils ont pris 50 pièces d'or, ils n'ont pas tenu leur engagement. Même s'il y a une bonne administration, les gars peuvent très bien se barrer. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, on part en haute mer, et une fois vraiment en haute mer à un endroit où voilà, ça va être difficile de revenir, je vous donne l'argent. Et il y avait des gens intelligents, tout comme il y avait des gens cons. Faut avouer que dans les univers de fantasy, les gens des fois, en tout cas de ce que j'ai observé, il y a évidemment, quand les gens sont stupides, ils le sont beaucoup trop, et quand ils sont intelligents, ils le sont beaucoup trop aussi. Il n'y a pas de nuance, parce que l'intelligence c'est l'intelligence, mais le bon sens c'est de la sagesse. Et quand tu joues un jeu qui est sur le système de Pathfinder, et puis tu te dis, bon, ben t'as un magicien voilà, qui a fait beaucoup d'études, qui s'est débrouillé, ben, en même temps, tu peux aussi avoir affaire à des gens qui ont du bon sens et qui comprennent où tu veux en venir. Et le test de dire à l'avance, en fin d'entretien, que tu vas être payé, ta première partie va être versée en haute mer, ben, ça peut être choquant et c'est comment la personne va réagir à cette nouvelle qui va permettre d'encadrer les personnages. Donc il fallait faire aussi ce jeu de subtilité avec cette espèce d'entretien d'embauche. Et ça aussi, il faut le vendre. Quand on est en train d'évaluer des choses, on doit regarder des points de règle. Évidemment, je pense que l'action, elle est suspendue. Là, elle est suspendue parce que tu dois vérifier certains points. Des gens verront une hérésie. Moi, je ne vois pas une hérésie que d'en faire ça. La question, c'est, es-tu capable de renchaîner, de repartir là-dessus? Si tu ne peux pas encore, ben, il faudra bosser ça. Voilà. Il faudra vraiment bosser ça. Mais autrement, je pense qu'il faut bosser ça. Et moi, par exemple, quand on a fini toute cette embauche, on a pu relancer la machine. Et ensuite, le joueur avait aussi d'autres trucs à prendre. On avait des trucs à prendre, comme Pathfinder. Grand merci à Paizo d'avoir autorisé ça. Il y a un wiki qui est très intéressant pour Pathfinder, donc tu as accès au jeu. Tu peux jouer au jeu sans vraiment avoir aucun des livres. C'est génial, mais évidemment, je vous conseillerais toujours d'acheter des livres pour le respect envers l'auteur, tout ça. Après, il y a un Pathfinder 2, mais quand je vois il y a autant de trucs dans le 1, j'ai juste eu à modifier 2-3 trucs sur le premier système et c'était bon, quoi. Enfin, bref. Quoi qu'il en soit, à la fin de tout ça, s'il y a bien un truc qu'il faut retenir, c'est que, je ne vais pas vous dire comment ça s'est passé, on n'a pas encore fini, mais pourquoi j'ai pris cet exemple-là, c'est parce que le rythme était suspendu. J'ai dû vendre l'entretien d'embauche, ça a été fait. Puis ensuite, vu que moi je découvre les choses en même temps que les joueurs, ben c'est bien de montrer aux joueurs un petit peu comment ça se passe. Ensuite, il y avait le moment où ils devaient se préparer à un certain truc. Et c'est à ce moment-là que pour la première fois dans un jeu, un de mes joueurs s'est rendu compte que entre ce qu'il devrait avoir dans son inventaire et ce que son portefeuille lui dit, il y a vraiment tout un monde. Voilà, et donc on est reparti, ben on est reparti sur les chapeaux de roue, on est parti en mer, fallait gérer ça d'une certaine façon. Il y avait la notion de la gestion du vent, les manœuvres, observer un petit peu ce qui se passait et qu'ils découvrent un petit peu dans quel monde ils vivent et dans quel monde ils sortent, comment ça se passe à l'horizon, qu'est-ce qu'ils voient. Voilà, et c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte que c'est la première fois que je fais... j'ai déjà fait des déplacements maritimes dans mes jeux, mais je crois que c'est celui-là qui a vraiment été tripant parce que finalement,
on avait un bateau, enfin j'avais un bateau, puisque le bateau appartient à mon personnage, mais en même temps il y a pas mal de choses qu'elle était obligée de déléguer, et c'était assez grisant que de déléguer des choses à certaines personnes, et que quand il s'agissait de prendre des actions, je ne pouvais pas me baser sur la profession marin parce que je ne l'avais pas, mais carrément sur ma compétence de savoir, et que mon personnage a un savoir sur tout, en fait. C'était vraiment très très intéressant. Donc finalement au niveau des confessions, on pourrait essayer de repartir sur quelque chose de très très terre à terre, puisque je voulais juste parler du problème du livre et de partir sur le rythme et ce genre de choses là. Est-ce que j'ai des conseils pour comment relancer un rythme? Ça non, je pense que ça il faudrait vraiment que je bosse un petit peu là-dessus. Je sais comment faire mais je ne saurais pas l'expliquer. Bref, du coup, quitte à ce qu'on parlait de confession, est-ce que j'ai quelque chose à confesser vis-à-vis de mes joueurs? Je pense que ça intéresserait pas mal de gens. Bien, j'ai pas grand chose à confesser. Je suis pas quelqu'un qui fudge les dés. Je ne trompe pas les dés, je ne change pas les résultats de mes dés. Je lance mes dés devant les gens, et les trucs que je lance en tant que MJ, je donne le résultat. Voilà. Des fois, la lecture de certains dés, parce que j'utilise des tas de dés, hein. Je vais vous donner un exemple. Voilà. Voilà. Bref. Donc, j'ai toute une poignée de dés, et du coup, ces dés-là me permettent d'aider. J'utilise parfois certains, parfois tous, parfois quelques-uns. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et du coup, je ne trahis pas les dés. Si quelqu'un, par exemple, doit mourir et que les chiffres le disent, je dis très clairement à la personne, si vraiment je trouve que c'est bête qu'il meure ici pour ce truc-là, je peux lui dire, non, mais en fait, je vais faire en sorte que ton personnage ne meure pas ici parce que je trouve que sa mort n'est pas légitime. Par contre, s'il remeurt dans la même partie théoriquement, parce que qui dit que j'empêche son personnage de mourir ne veut pas dire que son personnage est tiré d'affaire. Mais si les personnages... moi, j'ai remarqué un truc dans ma façon de masteriser. Bon, je pense que j'ai fait ça avant la création du jeu Rimworld. Mais moi, j'appelle ça le principe de Rimworld. En fait, c'est un principe que j'applique très souvent. C'est quand quelqu'un perd connaissance et il tombe par terre, il n'est pas forcément visé dans le but de l'achever. Les ennemis essaieront avant tout de se débarrasser des autres avant. Mais qu'il y a quand même une chance sur 10 que les gars se retournent contre la personne qui est tombée par terre dans le but de le tuer. C'est comme ça que j'applique le truc. Voilà. Mais par exemple, si le personnage vient à mourir et je dis non mais c'est pas utile, en fait je trouve pas ça intéressant que tu meurs ici, et que du coup il est de nouveau ciblé et qu'il a toujours la même charge de blessure, à ce moment-là il meurt. Quand par exemple ça m'est déjà arrivé, et j'en ai parlé dans une vidéo qui est un nouveau concept de vidéo que je vais bientôt poster, les parties, il y a aussi un principe qui est que des fois ma conscience ou mon instinct me dit et vas-y, il a bien agi, il a bien anticipé sur ses actions précédentes, est-ce que tu ne lui donnerais pas un bonus? Du coup je lui donne un bonus. C'est rare que je donne des malus comme ça, c'est très très rare, mais des bonus oui. Voilà. Quand tu regardes un petit peu tout ce qu'il y a à prendre en compte, je garde toujours une certaine transparence. Parce que voilà, c'est comme l'exemple que je donnais, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent « Ah, les joueurs ne rentrent pas dans mon scénario ». Et moi, j'explique que les gens ne disent pas « Et les gars, aujourd'hui, on va faire un scénario ». Rien que le fait de dire ça, tu n'as pas besoin de donner le contenu du scénario. Tu lui dis « Cette partie, ça va être un scénario ». Et ça suffit. Malheureusement, ça n'a pas l'air d'être l'application générale, donc ça pose pas mal de problèmes. Est-ce que j'ai par exemple, ça c'est aussi une bonne question, est-ce que j'ai par exemple tenté de changer l'argumentation de quelque chose
à ma propre convenance? Est-ce que j'ai dirigé les joueurs vers une direction que je voulais? Ça m'est arrivé, genre au tout début pour une enquête, je crois que j'avais facilité l'accessibilité d'un indice. Mais après ça, je me souviens pas. J'ai pas souvenir que je fasse ça, hein. Après, ça peut être genre tu joues à tel jeu, ou bien qu'est-ce que tu voudrais, même là encore, c'est pas réglé. C'est juste que par exemple, une fois on a voté, récemment on a voté sur un ensemble de jeux et j'avais parlé un petit peu de comment je faisais pour voter. Ben, j'ai expliqué comment je faisais pour voter. À un moment, on a voté Gundam pour une fois par mois. Et puis après, après je me suis rendu compte que Gundam allait me demander trop d'efforts. Donc du coup, on a repris le vote qui était en second et on a pris le Hero System, version 6. Voilà. Qu'est-ce que j'aurais à me reprocher que je fais comme joueur? Ah, est-ce que je punis mes joueurs pour ne pas faire des choses dans les temps? Oui, ça par contre je le fais. Voilà, ça m'arrive. Il y a des moments où les joueurs, ils ont des trucs à faire, ils ont des trucs à gérer. Et puis, soudainement, un truc qui, normalement, ils font d'ordinaire très très bien, parce qu'ils ont décidé de se dire, ouais, on fait les branleurs, ils te remettent un truc, mais le truc est indigeste, ce truc est dégueulasse. Et je leur dis, vous allez payer cher pour ça. Je vais vous balancer la difficulté au maximum, et je le fais, et je l'applique. Voilà, parce que je pense que quand tu as un minimum de choses à faire, encore une fois, on revient à la responsabilité du joueur et du maître de jeu. Dans les prochaines vidéos, probablement dans la prochaine vidéo après le RPG 839 que j'ai à poster, je vais poster une nouvelle rubrique qui s'appelle la rencontre holistique. Ben, dans la rencontre holistique, on va parler de ça, des responsabilités des joueurs. Ben, les responsabilités des joueurs, je trouve que je suis d'accord, et c'est ce que j'étais en train d'expliquer à Josué la dernière fois, je suis d'accord quand on dit que les joueurs ont tendance à penser qu'il suffit juste de venir et d'être présent et que du coup c'est au MJ de faire tout le travail. Il y a des moments par pure faiblesse, mes joueurs finissent par justement laisser tomber, ils balancent le truc et moi je me dis, ben, je vais juste balancer la difficulté au maximum pour rattraper. Parce que alors, quelle est ma motivation derrière ça? C'est pas seulement une punition ou le but de tuer les personnages, c'est jamais mon intention de tuer. Pas plus que d'humilier. Par exemple, ça c'est une règle de base de ma tablée, c'est-à-dire que une action peut être humiliante, mais tu n'as pas le droit d'humilier les personnages. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre. Quoi qu'il en soit, ça m'est déjà arrivé, voilà, que je dis... bon ben j'augmente la difficulté puisque véritablement vous n'avez pas à gérer le truc. Et des fois je l'augmente à plusieurs sessions. Voilà, quand je pense que le truc n'est pas réglé. Pourquoi je fais ça? C'est parce que je pense qu'il y a un capital lorsqu'on fait une partie d'adversité à rencontrer et à résoudre. Et qu'est-ce que les joueurs sont prêts à mettre. Alors quand je dis que j'augmente la difficulté, j'augmente la difficulté de l'adversité. Ça ne veut pas dire que je vais rendre la misère aux joueurs. La difficulté, elle est augmentée. Les autres, de plein de manières, hein, subtilement, des caractères, des compétences, des phénomènes environnementaux et pas mal d'autres trucs. Mais je n'ai pas pour but de me dire je vais diminuer ce que les joueurs vont faire. Les joueurs, eux, ils vont voir juste que les choses vont être difficiles. Et moi, je balance juste l'adversité et j'attends de voir jusqu'à ce que, oups, c'est bon, ta dette est payée. C'est comme ça que je fais. J'essaie de ne pas mettre de ressentiment quand je mets ce genre de punition. Voilà. Je pense que la meilleure punition que je puisse donner si jamais j'ai un ressentiment envers quelqu'un parce qu'il a fait quelque chose de chiant, c'est la mise à pied. Et si la mise à pied n'est pas suffisante, bah, au pire je virerai la personne. Voilà. Donc ça c'était pour justement les confessions. Je sais pas trop s'il y a d'autres choses que j'ai à dire. J'essaie de ne pas placer mes joueurs au centre de scénario parce qu'à chaque fois ça s'est avéré être des échecs. En fait les confessions sont un sens large, c'est-à-dire est-ce que je pourrais parler de ce qui me pose problème
au niveau de mes joueurs. Pas vraiment, je pense que ça serait comme se plaindre. Or là, je pense que je dois rétablir la chose d'une autre façon. Donc on va s'arrêter ici pour les confessions de maître de jeu. Et ensuite, il y a les états d'âme. Donc les états d'âme, je crois que ça parlait du fait que il y a des gens qui ont un problème, apparemment, que les JDR font cette taille-là, et qu'il y a des JDR maintenant qui font cette taille-là. Voilà. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. Si j'ai mal compris, au pire, on me dira. Mais voilà. Ça, c'est un livre de Warhammer V8 qui ne sera plus viable alors que j'ai jamais fait de partie de Warhammer 40 000 V8. Bref, mais un livre de JDR, c'est plus ou moins ça quand il est crunchy, quand il est gros. Et ça, c'est le W System de Luxe. 81 pages, 320 pages. Voilà. Ah bah du coup, on parlait de ça. C'est les états d'âme sur les JDR. Voilà, il y a des gens qui disent qu'ils voient plus de JDR qui sont plus petits, en format A5 de poche, et qu'il y a un petit peu moins de JDR crunchy. Et en fait, je vous conseille de voir la vidéo de François Letard parce qu'il a raison en disant que la plupart des JDR qui sont crunchy sont des JDR souvent de franchises qui existent déjà et qui sont remaniés. Mais de la même façon aussi, il y a des gens qui posent sur des JDR qui sont beaucoup plus volumineux. Mon opinion sur voilà, parce que c'est les états d'âme, c'est bien ça. C'est les états d'âme sur les JDR. Mon état d'âme sur les JDR actuels, c'est quoi? J'ai des JDR volumineux, j'ai des JDR qui ne le sont pas. Parmi les JDR qui ne le sont pas, il y a ça. Mais il faut rappeler que ça là, ces 81 pages là, j'ai acheté ça en 2010, 2011. 2010-2011, hein. Un truc comme ça. Et ce truc là, j'ai eu du temps à le maîtriser. J'ai appris à le maîtriser en 2014-2015. Ça date. Parce qu'il y avait trop d'abréviations, il y avait trop de trucs. Et en fait, quand j'ai compris le potentiel de cet univers, de ce JDR là, j'ai pu faire des univers autour. Et c'était quand même pas mal. Le petit problème, c'est que je pense qu'il faut arrêter de regarder la taille des JDR. C'est pas la taille qui compte. Encore une fois, hein, quand on parle de ce genre de choses-là, il y a toujours un sous-entendu phallique, mais pour la première fois, c'est vrai, la taille ne compte pas. Ce qui compte, c'est finalement le potentiel créatif, le potentiel explosif finalement de cette chose. Moi, je vais dire, quand je crée, là j'ai créé mon JDR, je suis en train de créer le mien. Et le mien, je veux faire une version, et il n'y aura pas de version 2, de version 3. Il y aura peut-être des revisités ou des points de règles remaniés, mais très très peu. Je pense que limite je trouverais j'ai déjà des idées alternatives pour pouvoir régler le problème. Mais je sortirai une version de ce jeu et j'augmenterai son contenu. Les autres JDR aussi. Mon but, ça sera d'améliorer. Je veux sortir un produit intéressant et qui, même s'il aurait des problèmes, qui sera facilement corrigeable, plutôt que de sortir un truc, puis je me dis, ah, mais je vais faire une version 2 pour améliorer, puis pour essayer de faire plus de fric. C'est pas mon but. Je veux vraiment essayer de rentrer dans cette vision créative du jeu de rôle et vraiment mettre ma main dans le cambouis, hein, comme diraient voilà, les gens du terre-terre français. Mais je pense que le jeu de rôle mérite plus d'attention que de regarder la taille d'un livre. C'est vrai qu'il y a toujours ce côté un petit peu impressionnant quand tu connais pas le jeu de rôle et puis on te dit eh vas-y, je dois mémoriser ça. Et puis en fait, ce que les gens n'admettent pas, c'est qu'ils sont pas capables de mémoriser tout ça. Ils mémorisent que l'essentiel. Et que, est-ce que ça veut dire que ça, on peut le rendre plus petit? Par exemple, imaginons c'est un livre de Warhammer des Swatch, ou un livre de Warhammer. Ben, est-ce que tu peux le rendre plus petit que ça? Tu as les points de règle, le fluff qui va te servir, tu as les différentes manières de présenter des scénarios et autres. Tu peux pas descendre là-dessus. Mais après viennent des suppléments. Voilà. Et je pense qu'il y a un truc
qui m'insupporte autant que les DLC dans les jeux vidéo, c'est bien qu'il y a beaucoup de livres additionnels. Pour autant, regardez Pathfinder, grâce à Paizo qui a autorisé ça, on peut jouer à Pathfinder en regardant un site, et le site il te donne des tas d'indications. Et je pense que j'aurais eu du mal à assimiler Pathfinder si je n'avais pas ce support-là. Donc grand merci à eux. Et finalement, à prendre un livre qui prend en compte tous les suppléments, ben, c'est pas mal. C'est comme moi quand je jouais à Warhammer, à un moment où je rajoutais peu à peu des suppléments pour pouvoir raconter certaines histoires. Qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus? Non, franchement, la taille, c'est pas important, c'est ce que tu veux représenter. Il y a par exemple, c'est François Latorte qui parlait de True 20, c'est ça? Ben, True 20, ben, je l'ai vu en promo, toute la gamme à moitié prix. Alors moi, j'ai pas hésité, j'ai sauté dessus. J'ai toute la gamme que je dois vérifier et je l'analyserai en live avec vous. Après, ça sera en anglais, donc mon anglais, je sais le lire, mais je ne vais pas dire mot pour mot ce qu'il y aura là-dedans. Mais on verra ensemble de quoi il s'agit. Surtout que ça m'a l'air d'être un très bon jeu. Mes états d'âme sur le JDR, c'est que je pense que je n'ai pas encore été touché par ça, mais je pense que j'en ai déjà marre de l'aspect mercantiliste du jeu de rôle. Attention, ça permet au jeu de rôle de vivre, mais il faut avouer que, par exemple là, j'ai passé de leur version 1, il y avait certaines idées que le 2 a repris, et que moi j'avais déjà mis dans la version 1 modifiée que j'avais. Moi du coup, je peux continuer sur le 1 alors. Ah ben je continue sur le 1, j'allais acheter Pathfinder 2. Et puis après je me suis dit, mais pourquoi je ferais ça? Il y a une version 1, il y a pas mal de contenu, le reste du contenu je sais comment le faire. C'est comme par exemple je fais jouer dans un univers comme j'ai expliqué en fractal, où en fait c'est pas mal d'univers qui sont ensemble. Et du coup il y a des classes qui ne sont pas forcément héroïques. Et ben du coup, concevoir les classes non héroïques et qu'elles soient utilisables par les joueurs, c'est-à-dire que le joueur il n'est pas juste seul là, mais je suis un guerrier, un barbare, un barde, tout comme ça. Et puis le mec et puis en fait tu tombes sur un mec, le mec te dit c'est un façonneur. Un façonneur essérien. C'est-à-dire quelqu'un qui construit tout, qui a un bonus de compétences et qui en plus a des capacités assez intéressantes sur la manipulation de son esprit sur la matière. Voilà, donc c'est une classe qui n'est pas spécialement héroïque, mais elle possède des capacités surnaturelles, parce que c'est comme ça qu'il gagne sa vie. Ah bah, du coup, j'écris des règles de ça. Je peux me débrouiller, j'ai compris comment ça fonctionne, j'ai enlevé ce qui me plaisait pas, j'ai rajouté ce qui équilibrait selon moi le jeu, équilibré dans le sens que, c'est ça que j'ai oublié de dire dans la vidéo sur l'équilibrage, c'est certes, les intentions de l'auteur, c'est de faire vivre une aventure, mais comment se reporter, comment chercher à comprendre justement comment on peut reconnaître l'identité d'un auteur vis-à-vis d'un jeu, et que le jeu, ben, il a un système basique. Ben, moi, j'ai trouvé un système qui est que tu lis en fait l'objectif d'une classe. Si dans 40% du temps il n'arrive pas à faire ce qui est prétendument dit par la classe, 40% minimum, ça veut dire que c'est pas bon. Et il s'est avéré que c'était le cas. Donc du coup j'ai corrigé, maintenant les 40% sont facilement remplis, peu importe la classe. Et voilà. Mais ce fait qu'il y a des gens qui te font des systèmes et des systèmes et des systèmes et des systèmes, je me demande. Et même en voyant par exemple même Games Workshop, les grands spécialistes des livres à outrance, même là ils sont en train de se dire pour le Wargame, là je rapporte sur Wargame, ils se disent on va rendre pour une fois une édition rétro-compatible avec la précédente. Et c'était l'idée qu'il fallait avoir. Tu peux enchaîner les livres comme les Chapter Approve ou bien vraiment essayer de vraiment apporter une version 2.0, 3.0 d'une faction. Mais c'était chiant d'avoir des tas de livres. Et là, rien que le fait de dire il y a une rétrocompatibilité, ça veut dire que les autres livres ne sont pas devenus non viables. Et les gens te disent ouais mais tu peux très bien essayer de jouer les anciennes versions.
Mais arrêtez, enfin, il y a des gens qui jouent à Warhammer et les anciennes versions. Mais combien de personnes se diront, ah vas-y, et tu veux jouer avec moi, on joue à la V7. Alors que le gars, il a pris son temps, il s'est cassé le cul de bosser sur la V8 et la V7. Il n'a pas envie de faire des conflits de règles. Faut arrêter. C'est pour ça que moi, je suis dans l'esprit de sortir quelque chose et ensuite potentiellement le bonifier en donnant des ajouts, mais pas des gros ajouts en se disant ah mais ça aurait peut-être dû être dans le jeu de base. Sauf qu'il y a une notion de format aussi. Est-ce que tu penses que tu voudrais faire un livre de JDR qui fait 1000 pages, genre 3 fois cette taille, donc c'est-à-dire voilà. Est-ce que tu aimerais avoir un livre de cette taille-là? Ah non. La taille du livre ne compte pas et la quantité de livres, je pense que c'est un rapport de quantité d'informations, mais c'est aussi la capacité d'une franchise à se renouveler. A-t-elle besoin de se renouveler autant? Et finalement, c'est les auteurs de jeux de rôle qui doivent le savoir, et les joueurs aussi. Voilà. Moi, je suis quelqu'un qui essaie de, comment dire ça, qui essaie d'aller à l'essentiel et de voir que s'il y a un jeu qui est viable en tant que tel tout seul, ben que du coup je peux y jouer. Warhammer V1. Ouais, bon, si je tombe sur des PDF du V2 pour pouvoir étoffer l'univers, c'est cool. Mais je jouerai sur la V1. Pathfinder, ben bon, les règles du 2, il y a certains points de règles du 2 que j'avais comme idée, je les ai appliqués. Et il y a certains principes que j'ai ajoutés aussi. Mais pour autant, je suis resté sur le 1. Voilà, je suis quelqu'un qui essaie. En fait, je pense que pour ceux qui ont un problème avec les tailles de livres ou les quantités de livres, je pense qu'il faut que vous gardiez en tête quelque chose de beaucoup plus simpliste que ça. Pourquoi? Parce que quand vous regardez bien, est-ce que franchement c'était quelque chose d'intéressant que de vouloir un livre ou une quantité de livres énorme, ou voire même essayer d'acheter d'autres versions du jeu? Tout ça pourquoi? Pour justement rejouer plus ou moins au même jeu avec les mêmes intentions, alors que vous auriez pu modifier les règles, ou que même les règles peut-être se suffisent déjà à elles-mêmes dans sa gamme d'édition, c'est-à-dire que par exemple Pathfinder version 1, il y a pas mal d'éléments. Il y a des éléments que tu peux corriger. Moi, j'ai corrigé des éléments. J'ai ajouté des archétypes. J'ai créé des classes. Voilà, le seul truc que j'ai pas fait dans cet univers fractal, c'est créer des races. Parce que, justement, je voulais jouer dans un univers qui est plus ou moins figé pour ne pas me mettre trop de travail. Mais, en voulant bosser ou adapter le matériau d'origine, parce que je rappelle que l'univers fractal que je joue, c'est plusieurs univers de jeux vidéo, bah, je me suis rendu compte que ça me demandera quand même un effort de créer des personnages et de créer des habilités, mais au moins la version 1, finalement, comme on dit souvent ça pour les trucs que c'est difficile à mettre en place, on dit il faut beaucoup d'amour pour que cette chose fonctionne. Et c'est pas une expression pour dire que oui, le truc est inutile et qu'il faut juste l'aimer. Ça veut dire qu'il faut que tu y mettes un petit peu d'effort pour que la machinerie puisse se lancer et que tu puisses aussi changer les pièces si jamais quelque chose ne va pas. Voilà. Donc concernant mes intentions sur mes intentions sur le jeu de rôle, c'est que on se retrouve encore avec des tas de jeux. Moi, j'ai pas de problème à ce qu'il y ait trop de jeux. Ça sert en fait, dire qu'il faut qu'il y ait moins de jeux qui sortent, c'est brider la créativité d'autrui et ça c'est hors de question. Déjà, une fois une personne a dit ah ça serait bien que des gens puissent arrêter de créer des univers et travailler sur des univers existants. J'ai jamais entendu un truc aussi liberticide artistiquement que ça. À se demander si cette personne était artiste. À mon avis, je pense que non. Voilà. Hein. À partir du moment où tu me sors ça, va te faire foutre. Bref, laissons tomber. Quoi qu'il en soit, en regardant les nombreuses choses qu'on a, ah bah peut-être qu'on peut essayer d'en faire quelque chose si on décide de le modifier. Et ensuite, il y a aussi cette notion du combien de choses tu dois enlever pour que le jeu, tu peux prétendre pouvoir y jouer.
Et cette question, c'est une question qui a une réponse un petit peu plus philosophique, mais je vais vous donner la mienne. Pour moi, si tu ne modifies pas les intentions de l'auteur par le biais de tes règles, ça passe. Surtout si les intentions des règles sont beaucoup trop simples ou répétées ou photocopiées. Comme les pseudo Donjons et Dragons, patati patata, et les autres, vous les connaissez tout autant que moi. Voilà. Sinon, bon, il y a beaucoup de JDR, il y en a de tout, il faut de tout pour faire un monde. Et en positif ou en négatif, c'est pas une phrase consensuelle. Parce que qui dit qu'il faut de tout pour faire un monde, ça veut dire qu'il faut aussi des gens qui se cassent la gueule et qui sont mauvais. Et que finalement tu te rends compte qu'il est mauvais. Et quand tu te poses la question, mais pourquoi est-il mauvais? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Quand tu réfléchis bien et que finalement tu te retrouves face au problème établi, ben, tu te dis, ben, ok, d'accord, ben, il s'est passé ça. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour aller dans la direction que lui voulait? Voilà. C'est très très bien. Être finalement sortir des choses, c'est être exposé. Sortir des choses publiquement, c'est être exposé aux critiques. Mais en même temps, exposer aux critiques ne veut pas spécialement dire du bien ou dire du mal de quelque chose, mais ça peut être tout simplement de réfléchir autour. Voilà. Donc, franchement, vous avez envie de jouer à votre dernière version de la légende des 5 anneaux, faites-le. Vous avez joué à la première version de RuneQuest et que vous pensez que vous pouvez la modifier, faites-le. Vous aimez Warhammer V1, allez-y, faites-le. Vous voulez tester Pathfinder 1 ou Pathfinder 2, faites-le. Voilà. C'est pas compliqué. J'essaie franchement de donner vraiment tout mon état d'âme là-dessus. J'essaie de voir si vraiment j'ai pas oublié des trucs. Mais pour moi, le jeu de rôle, tous les jeux de rôle fonctionnent si tu lui mets beaucoup d'amour. C'est pas juste les jeux de rôle qui sont compliqués. Et quand tu réfléchis un peu à tout ça, tu ne peux que te dire que si finalement il n'arrive pas à remplir tes ambitions et que même en l'améliorant selon ton point de vue, tu ne peux pas, et que ça te coûte trop d'efforts, parce qu'il y a aussi cet argument-là. Est-ce que finalement vous pensez que vous dépensez trop d'efforts pour un jeu? Et si oui, est-ce que vous devez en changer? C'est pas un mal de penser que, par exemple, un jeu de rôle, ben, vous y avez consacré trop d'énergie, trop de temps, et que du coup il est temps pour vous d'en changer. Voilà, c'est à ce moment-là où ça doit se questionner. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui finalement arpentent arpentent l'internet en essayant de trouver un JDR qui les intéresse. Et des fois, les JDR, comme on dit, il y a même des JDR qui se ramassent par terre, donc il y a des PDF d'anciens jeux. Et puis tu te dis, le jeu tel qu'il est présenté, il est pas mal. Voilà. Il reste aussi, il y a aussi le principe du, tu peux essayer de bricoler quelque chose. Voilà. C'est aussi une solution hein, de créer son propre jeu de rôle. Après, si tu veux prendre des éléments tels quels, machin, ça par contre, je ne l'encourage pas, évidemment. Il faut que tu aies une corrélation entre ton univers, ton système de jeu et ton système de résolution. Tu peux très bien prendre une idée de jeu de rôle, mais par contre, pose-toi la question, ok, j'ai décidé de prendre telle idée ou tel aspect, comment il va se retranscrire dans les autres aspects, comment va-t-il s'imbriquer? Et si, là encore, tu as un problème de démarche, c'est-à-dire que tu n'as pas envie de créer un jeu de rôle, tu as envie de créer quelque chose de tout fait, il y a des gens qui te répondront, ben joue au jeu que les gens jouent le plus, de suivre le mouvement. Souvent le mouvement ça veut dire jouer à Donjons et Dragons. Ben, c'est une solution aussi. Après ça dépend, je pense que si tu pars en quête d'un jeu, moi ce que je peux te conseiller c'est le GROG, donc c'est le guide du rôliste galactique machin chose. Franchement, on va faire un tour là-dessus pour voir quel jeu qui pourrait t'intéresser. Ou au pire, si vraiment tu veux vraiment te casser le cul à essayer d'en créer un, rien que la présentation de comment on te présente les règles sur cette espèce d'annuaire du jeu de rôle, bah, tu peux te dire, oui, cette idée-là, elle est pas mal, mais je sais pas trop comment il le fait dans le détail. Et ça sera à toi de l'imaginer dans le détail, pour essayer d'aller en accord avec ce que tu veux jouer. Mais ce qui sort,
c'est un truc que je crois que j'avais eu cette conversation-là avec mon frère il y a un an. C'était sur les jeux vidéo cette fois-ci, mais je pense qu'on peut l'appliquer aux jeux de rôle. C'est que finalement, faut pas se poser la question de combien de bons jeux il va finir par sortir, parce que c'est exponentiel en fait. Chaque année, il y aura des jeux bons, mauvais, à chier, il y en aura de plus en plus, parce que de plus en plus de personnes se veulent être des gens qui veulent faire des accès anticipés, qui veulent vivre leur rêve de créateurs de jeux de rôle, qui ont déjà des franchises très connues. Il y a plein de raisons pour lesquelles il y a des jeux vidéo. Mais par contre, une chose, c'est que tu es maître de ton porte-monnaie. Et le meilleur moyen d'être maître de son porte-monnaie, c'est d'essayer de réfléchir à ce que tu veux et à combien d'argent tu es prêt à mettre là-dedans. Une fois que tu as pris ça, tu isoles le reste et tu vas directement à l'essentiel. Est-ce que ça veut dire que tu dois fermer les yeux sur certains bons jeux? Ben forcément dans le processus tu vas fermer les yeux sur un certain bon jeu. Je vais donner un exemple. J'ai le livre de base en PDF de Vampire la Mascarade. Vampire la Mascarade, je n'aime pas les vampires de base, mais l'univers du monde des ténèbres, de vampires et de l'autre truc du loup-garou et du mage, dont je ne me souviens pas et que j'ai du mal à trouver des infos là-dessus, bah je me dis, peut-être avec un autre joueur, je pourrais y jouer. Et ça viendra tout simplement de ma curiosité. Mais est-ce que je suis prêt à investir là-dedans? Ben, la réponse est non. Je suis en train de lire pas mal de jeux de rôle. Je vois pas pourquoi je lirais celui-là en particulier, tout en sachant qu'il y a déjà des problèmes d'appréciation. Finalement, ma conclusion sur mes états d'âme sur les jeux de rôle, c'est que il y a beaucoup de jeux de rôle, il y a autant de jeux de rôle que de rôlistes. Et que du coup, c'est à toi de voir ce que tu attends en matière de taille, en matière de format, en matière d'intention de jeu, en matière d'univers, en matière de système de jeu, en matière de système de résolution. Voilà. Et que des fois, il te suffit pas juste d'écouter ce que les gens ont à dire, mais de te bouger toi-même pour essayer de faire des recherches. Encore une fois, le grog, il est fait pour ça. Bien. Ben, je crois qu'on a fini pour cette édition spéciale le Gingy spécial François Le Tartre. Ce qu'il me faudrait là, c'est essayer de copier. Voilà, je vais déposer tous les liens. Voilà, je vais déposer tous les liens dans la description, tous les liens en fin de vidéo. Et la seule chose que j'ai à vous dire, c'est que ça ne sert à rien de se prendre autant la tête sur les jeux de rôle et aussi de penser de comment les moyens sont mis en place. Mis à part si tu veux faire finalement, tu veux à un moment bosser sur un jeu de rôle. Dis-toi, c'est même pas pour te demander à quel point tu vas te détacher des autres personnes et que tu vas partir finalement faire tes propres ambitions, mais plutôt tu regardes comment ça se passe. En tant que consommateur, est-ce que tu as conscience de ta manière de consommer pour savoir justement comment te servir de ton portefeuille? Et on te dit, est-ce qu'on peut acheter le bonheur? Je pense que oui, on peut acheter le bonheur. C'est juste que les gens sont beaucoup trop hypocrites pour l'admettre. Mais on peut bel et bien acheter son bonheur. Mais si tu as moyen de l'avoir à moindre frais, à ce moment-là, c'est à toi de commencer à chercher des combines. Voilà. C'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire pour l'ensemble des vidéos. Pour parler non-stop pendant 1h33 minutes, c'était long. Voilà. Donc, dites-moi ce que vous pensez de ce que j'ai dit au cours de ces vidéos. J'avais vraiment envie de faire quelque chose d'épais pour ne pas avoir de regrets et surtout pour tout simplement tout transcrire en un coup, pour pouvoir tout poster d'un coup. J'ai vu aussi un truc, c'est que bon, faut l'avouer, j'ai pas posté pendant un mois et après j'ai sorti un RPG Week. J'avoue, effectivement, c'était un peu long et j'ai pas l'habitude de ne pas sortir un truc pendant un moment. Mais avec ma connexion, il faut avouer que j'ai beaucoup de vidéos à sortir.
mais pas assez de temps. Mais on va essayer de voir comment on va régler ça. Moi je vous dis à la prochaine fois, il y a pas mal de choses en perspective. Je pense que je vais sortir cette vidéo-là en premier, puis je vais sortir le RPG Week 39, puis je vais sortir la nouvelle rubrique qui sera découpée en 5 parties. Mais là c'est vraiment un truc que j'avais déjà sorti dans une version, et j'avais sorti l'épisode 1 partie 1, mais que malheureusement ce qui s'est passé, c'est que je n'avais pas, comment dire ça, j'ai vu que les autres parties étaient assez inégales, donc du coup j'ai préféré remanier le truc. C'était Ginji, je vous dis à la prochaine fois, salut à tous.